Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour le 4e épisode des Confidentiels, je reçois Thibaut Guiraud, un ami, avant toute chose. Mais Thibaut est également docteur en physiologie, ancien directeur de clinique, auteur d'une 50aine d'articles scientifiques, spécialiste des questions de prévention de santé, et puis évidemment un expert d'ADN. Bonjour Thibaut. Bonjour Marwan. Tu vas bien ? Ouais, ça va très bien. Je te remercie d'abord pour tes mots. Ouais. Je te remercie aussi pour ton invitation à venir dialoguer avec toi sur toutes ces thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Ah, écoute, avec grand plaisir. Alors, moi, Thibaut, je te connais très bien, parce qu'on a même fait quelques petites vacances ensemble, parce que finalement, on n'est pas très loin quand on est sur la côte ouest. Par contre, les gens ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, voilà, d'où tu viens, ce que tu as fait, et comment tu en es arrivé là ? Alors, j'ai commencé par faire des études scientifiques jusqu'à l'obtention d'un doctorat en physiologie à l'Université de Montréal. Ensuite, je suis rentré à Toulouse, où j'ai participé à un certain nombre de programmes de recherche clinique, où je me suis intéressé à la prévention des maladies chroniques, des méthodes non pharmacologiques, donc l'effet du sommeil, l'effet de l'activité physique, pour prévenir certaines maladies. Très bien. Et puis ensuite, je me suis aussi orienté sur le management des établissements de santé, jusqu'à devenir directeur de clinique, directeur d'établissement de santé. Alors, tu sais Thibaut, je me rappelle une des premières fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit qu'il y a 10 facteurs qui contribuent à développer des maladies chroniques, dont 7 sont évitables ou modifiables par nos comportements. En effet, jusque dans les années 90, on était persuadé que finalement, on développait des maladies simplement parce qu'on vieillissait. Ouais. Et puis génétiquement, on n'avait peut-être pas hérité du bon bagage génétique de nos parents. Et puis il y a eu une énorme étude qui a été publiée, qui s'appelle Interheart, dans les années 2000, sur plus de 50 000 personnes réparties dans 40 pays sur l'ensemble des continents de la planète. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'apparition de certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires, elles dépendaient de facteurs de risque que l'on pouvait modifier par nos comportements de santé, ce qui a complètement changé le paradigme. Alors je peux te les citer. Ah ben oui, parce que ça m'intéresse. Alors je les connais, mais je veux bien que tu me dises. Tabagisme. Ça, c'est le premier. Ensuite, on va avoir l'obésité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, qui est un dysfonctionnement du métabolisme des lipides. On a un taux anormal de gras dans le sang. Ensuite, on va avoir la sédentarité. Donc, j'en ai cité 6. Tu en as cité 5 ? J'en ai cité 5. J'ai oublié peut-être l'hypertension. Oui, je crois qu'effectivement, tu as oublié l'hypertension. L'hypertension artérielle qui contribue à l'apparition des maladies cardiovasculaires. En tout cas, j'en ai cité 6. D'après toi, quel est le 7e facteur de risque ? Je dirais, comme je te connais, le stress. Et oui, en effet, le stress a un impact vraiment délétère sur l'organisme. Et tu sais à quel point j'affectionne cette question de la gestion du stress. Donc je te propose qu'on en parle ensuite sur les questions liées à la prévention. Ah, écoute, avec grand plaisir. Merci en tout cas. Alors, ce que je te propose, c'est de le structurer à l'instar d'une négociation. Parce qu'il y a un avant, un pendant et un après. Et les facteurs que tu as cités, finalement, on peut les retrouver, ils jalonnent le cours d'une négociation. Et donc, je voudrais partager avec toi, enfin du moins que tu nous éclaires sur la façon justement de se comporter au mieux face à ces facteurs à risque, que ce soit dans une négociation classique qui concerne aussi bien la préparation, la conduite, la clôture et le débriefing, que dans les interactions interpersonnelles qu'on peut avoir de tous les jours. Alors, si on revient sur l'amont, donc finalement la préparation d'une négociation, on peut avoir un temps long, un temps court, et tout ça, ça nous expose à certains facteurs, voilà. Et puis il y a des choses qu'il faut bien faire, et il y a des choses qu'on fait finalement un peu moins bien. Donc moi, je voudrais avoir ta perception sur la phase amont, et puis en lien avec un peu les facteurs que tu nous as cités. Sur cette question de prévention, qui finalement s'impose à nous, on doit être performant de manière durable, on doit voir loin. Finalement, comme les sportifs de haut niveau, on doit aussi avoir une hygiène de vie qui contribue à une certaine santé, et donc on doit se préparer au quotidien pour se lever tous les matins en pleine forme physique, dans les meilleures dispositions pour démarrer la journée. Alors la prévention, elle repose sur 5 piliers. D'accord. Le premier pilier, on va appeler ça la famille de la toxicologie. Alors on va se poser des questions. Est-ce que je fume ? Est-ce que je bois beaucoup d'alcool tous les jours ? Est-ce que je vis dans un environnement pollué ?
Est-ce que je m'auto-médicamente? C'est-à-dire, est-ce que je prends des médicaments sans ordonnance, sans en parler à mon médecin? Tout ça, c'est un chapeau qui contribue aussi à avoir des impacts néfastes sur la santé. D'accord. Ensuite, on va avoir un deuxième pilier très important qui concerne la nutrition. Donc on doit se poser la question, comment je m'alimente au quotidien? Est-ce qu'il y a des pièges? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des gestes du quotidien qui nous paraissent anodins mais qui ont un impact sur notre santé? Par exemple, l'utilisation des psychostimulants. J'imagine, Marwan, je le sais, tu bois du café, tu bois du thé, tu as besoin de temps en temps d'être en hypervigilance, de te psychostimuler. Eh bien, la bonne utilisation de ces substances, qui sont bonnes pour la santé, mais pas trop en excès, eh bien, ça se manage, ça aussi. D'accord. Est-ce que je m'hydrate suffisamment? Est-ce que, au quotidien, je fais en sorte d'avoir un équilibre intestinal parfait? Tu sais que nos émotions, le siège, c'est au niveau intestinal. En physiologie, il y a des chiffres qui parlent. Ouais. Quand on a 10 nerfs qui dialoguent entre le cerveau et l'intestin, on a un nerf qui part du cerveau et qui va venir informer l'intestin, pour 9 qui remontent, ce qu'on appelle les réafférences sensorielles, les réafférences sensitives. Donc 90% des nerfs remontent au niveau de l'intestin pour nous donner un état général du corps et aussi de nos émotions. D'où l'importance de vraiment prendre soin de son intestin et donc de son microbiote intestinal. Donc on va voir cette famille de la nutrition, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un sujet aussi majeur. Un troisième pilier qui concerne l'activité physique. On sait que le meilleur régulateur de l'organisme, c'est le fait de faire de l'activité physique. Alors à la fois sur le plan cardiovasculaire, aussi sur le plan neuromusculaire, mais surtout pour la santé mentale. Mais là aussi, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Donc comment je bouge? Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que la dose que je m'octroie est la bonne dans ma périodicité, dans mon agenda? Et puis, on va avoir un quatrième pilier qui concerne le sommeil, la fatigue. Est-ce que je récupère suffisamment en termes de qualité de sommeil? Donc ça, c'est la quatrième question qui va être très importante. Et puis le cinquième chapeau de la prévention, c'est la gestion du stress. C'est comment je fais face à une situation stressante. Ça te va bien, on commence par le sommeil. Je ne sais pas si scientifiquement c'est prouvé, mais je vais te dire moi ce que je ressens. Si je me couche avant minuit, les heures elles comptent double. Vraiment. Après minuit, alors déjà c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que je sais que je dors moins bien et en plus je me réveille plus tôt. Donc c'est quand même hallucinant. Mais si je me couche vers 10h30, 11h, je vais me réveiller à 5h du matin en top forme. Voilà. Et si je me couche en plus à 10h, alors ça sera encore mieux, je peux me réveiller à 4h du mat, mais hyper bien. Je sais que j'ai respecté mes cycles, mais encore une fois, c'est parce que je l'ai fait avant minuit. Ça, on est capable de l'expliquer ou finalement, ça reste finalement une singularité chez moi? En tout cas, si on étudie ce qui se passe chez toi pendant la nuit, ce dont on est sûr, c'est que sur la première partie de la nuit, c'est là où tu vas récupérer sur le plan physique. D'accord. Tu vas restaurer tes stocks énergétiques, tu vas venir réparer toutes les petites cellules du corps humain qui ont été impactées dans la journée, et notamment par le stress. Et c'est plutôt en deuxième et troisième partie de nuit où tu vas récupérer sur le plan mental. Donc, j'ai envie de te dire, il ne faut pas trop négliger non plus les dernières heures de la nuit. Comment on sait si on a bien dormi? C'est quand on se réveille, qu'on se sent d'attaque dans les meilleures dispositions pour démarrer la journée. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour évaluer la qualité de sommeil, parce qu'au-delà de la quantité, c'est la qualité qu'il faut voir, hein, avec le respect de ces différents stades. Ouais. Le sommeil lent léger, d'abord le sommeil paradoxal, le sommeil lent léger, puis la descente dans le sommeil lent profond. Le Graal, celui vraiment où on récupère, et si on te réveille à ce moment-là, c'est dur, c'est vraiment une sensation d'inertie, c'est une sensation assez désagréable. Donc d'abord, il faut évaluer ce qui se passe pendant la nuit, et puis ensuite, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, dormir dans le noir complet, faire attention aussi à son matelas. Il y a la capacité à s'endormir, parce que pour s'endormir, il faut être fatigué. Ouais. Pour être fatigué, c'est la pression que l'on va ressentir au niveau de son cerveau. Et cette pression, elle va être liée aussi à la capacité à baisser la température du corps, hein, étant donné que quand on s'endort, on va perdre 1/2 degré. Et puis on va sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui va nous amener tranquillement à s'endormir. Donc il y a plein de questions à se poser sur le sommeil, mais s'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas négliger, c'est bien le sommeil. Et j'ai même envie de te dire, Marwan, chaque heure de dette de sommeil doit être remboursée par des micro-siestes, par des contre-mesures.
mais il faut faire vraiment, vraiment attention à sa qualité de sommeil. D'accord. Et c'est vrai que je le sens quand j'ai fourni un effort très élevé. Alors c'est vrai que je suis du matin, comme on dit, voilà, il y en a qui sont du soir. Ouais. Voilà, alors moi c'est vrai qu'à partir de 11h, je commence un peu à piquer du nez, mais je suis du matin, donc je suis d'attaque très très tôt. Par contre, quand je me mets une grosse charge, parce que effectivement, il y a des événements qui sont éprouvants, il y a des enjeux qui sont très importants, donc finalement, il y a une pression qui est très forte, parce que finalement, le stress, c'est quand même une pression qu'on applique sur une matière. Eh ben, j'ai besoin quelquefois de ces micro-siestes, et c'est toi qui m'as appris ça. En fait, ce qui est bien sur la power nap, c'est qu'en quelques minutes, tu arrives à contrecarrer l'effet de la fatigue. Donc, tu arrives à restaurer de manière passagère tes qualités, tes compétences cognitives, mais finalement, ça va durer assez peu de temps. Si tu as besoin, par exemple, de travailler encore toute une après-midi et de finir tard le soir, là, il vaut mieux, entre midi et deux, dormir carrément 15-20 minutes. D'accord. Mais la power nap ne sera pas assez suffisante. Très bien. Alors, du coup, on peut revenir sur les questions d'alimentation. Bon, c'est bien ou pas de prendre du thé le matin? Oui, alors déjà le matin, tu as besoin de te stimuler. Ouais. Alors tu vas sécréter du cortisol qui va faire en sorte de te réveiller et de te garder sur des bons niveaux d'activation. Et le fait que tu bois du thé, ou même si tu bois du café, mais c'est la même molécule, finalement, ça va te mettre en hypervigilance, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, l'après-midi, il faut faire attention. C'est excitant quand tu vas prendre ta tasse de thé. Ouais. Sur les 20-30 premières minutes, tu vas avoir le niveau de caféine et de théine qui va augmenter de manière très importante, parce que ça va être très vite métabolisé. Et au bout de 2 heures, tu auras encore la moitié de la quantité de caféine dans le sang. Donc, en gros, tu es psychostimulé ou excité pendant 2 heures, avec une tasse. Par contre, ça reste encore longtemps dans le sang avant d'être complètement dégradé. Ce qui fait que si tu bois du thé en fin d'après-midi, ça va altérer la qualité de ton sommeil dans la nuit qui suit. Après, c'est sur le petit-déj, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. J'aimerais bien avoir ton éclairage sur ce sujet. Quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des gestes du quotidien qui nous paraissent anodins mais qui ont un impact sur notre santé, typiquement, c'est le jus de fruits le matin au réveil parce que c'est bon, parce qu'on pense que c'est plein de vitamines, mais en fait c'est juste de l'eau et du sucre. Donc on est à jeun, on prend de l'eau et du sucre et finalement ça va augmenter la glycémie d'un coup et par réaction avec la sécrétion d'insuline par le pancréas, mais quelques heures après, on va avoir un grand coup de fatigue, voire un peu de fringale. On va avoir envie de manger en deuxième partie de matinée. Donc en effet, ce que tu fais le matin, c'est ce qui est recommandé, plutôt du gras, plutôt des protéines, et s'il y a des sucres, ça doit être des sucres plutôt sous forme de fibres et des sucres lents. D'accord. Et sous forme de fibres, ce serait quoi alors comme sucre ? Ça peut être des haricots, ça peut être... Comme les Anglais font alors ? Exactement, exactement. Il faut aimer après. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, alors, ce fameux jus d'orange là, voilà, parce que c'est vrai que ça a été très largement véhiculé, notamment dans les sociétés occidentales. Alors, ça reste culturel, mais alors du coup, on peut prendre un verre de jus d'orange ou pas ? Éventuellement, il faut le prendre après le petit déjeuner. Une fois que tu as vraiment fait ton bol alimentaire, que tu as déjà pris un certain nombre de fibres au niveau de l'estomac qui vont venir ralentir l'absorption des sucres. Est-ce que tu as des anecdotes à partager sur l'alimentation ? Tu sais, quelquefois, tu entends qui sont maintenant des idées reçues et en fait, tu dis non, mais finalement, c'était culturel ou c'était la publicité qui nous a imposé tout ça, mais dans les faits, on sait que c'est pas forcément bon pour la santé. Dans les idées reçues qui allient le sport et l'alimentation, il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est que, bon, on est français, toi, quand tu clôtures une négociation qui a été longue, t'aimes bien aller au restaurant, en famille, avec des amis, et quand on va au restaurant, on fait quand même quelques excès. Mais la première idée reçue, c'est de dire, demain, je vais aller faire du sport pour me détoxifier et puis pour dégrader tout ce que j'aurais mangé. Oui, je me dis ça par moment. Voilà. C'est trop tard, Marwan. Et oui, il fallait le faire avant. Parce qu'en fait, quand on va manger, on va stocker les graisses au niveau du tissu adipeux, donc dans des petites cellules qu'on appelle les adipocytes. Et les adipocytes, leur rôle, c'est de capter le gras qui passe dans le sang pour les stocker. C'est leur rôle. Et elles détestent être stressées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis à l'état baseline. J'ai tous mes adipocytes qui sont remplis de graisse. Le soir, je fais un excès. Je vais créer de nouvelles cellules. Le lendemain, je vais courir et je vais réduire de manière infime la quantité de graisse
au niveau de mon tissu adipeux, mais par contre, j'aurais créé de nouvelles cellules dont le rôle, c'est de stocker la graisse. Donc, ce que je te propose, Marwan, c'est d'aller courir le samedi matin. Comme ça, tu vas réduire de manière infime la quantité de graisse contenue dans l'ensemble de ton tissu adipeux. Et le soir, si tu fais un excès, et même le lendemain, tu vas revenir à l'état initial. Mais tu n'auras pas créé de nouvelles cellules. Je voulais avoir également, finalement, ta vision sur déjà la sédentarité. Qu'est-ce que c'est que la sédentarité? Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, moi je suis que 7 heures par jour assis, donc je considère que je ne suis pas sédentaire. Alors que finalement, quand on cumule le temps qu'on passe dans les transports en commun, au bureau et tout ça, peut-être que le nombre d'heures, du coup, explose sans qu'on s'en rende compte et sans également avoir conscience de l'impact sur notre santé. D'abord, la sédentarité, elle est définie par le fait de rester assis de manière prolongée, environ 7 à 8 heures par jour. Ça vient du latin sedere, qui veut dire rester assis. D'accord. Alors la sédentarité, c'est devenu une habitude. Tu le vois, regarde, on est en train de dialoguer tous les deux en restant assis, on aurait très bien pu l'éviter et dialoguer en restant debout. Mais partout où on va, dans les salles d'attente, dans les aéroports, on va voir le médecin, on s'assoit, on veut écrire un mail, on s'assoit. En fait, c'est devenu une habitude. Et finalement, si on pouvait passer quelques coups de fil, si on pouvait écrire des mails sans avoir besoin de trop se concentrer, dans la journée, on pourrait limiter le temps passé assis. La sédentarité, Marwan, c'est peut-être le futur tueur silencieux dans le monde. Au même titre que le stress, au même titre que le tabac. La sédentarité, quand on reste assis, on développe, ça fait le lit de beaucoup de maladies chroniques. Donc on doit absolument s'attaquer à ce fléau. Et avant même de dire, non mais moi je fais du sport, je fais de l'activité physique 3 fois par semaine, c'est très bien. Mais ça ne va pas contrecarrer les effets néfastes de la sédentarité. Donc pour lutter contre la sédentarité, il faut arrêter de rester assis. C'est pas forcément le sport. Et ça, ce sont des études scientifiques qui sont aujourd'hui évidentes, robustes, et qui ont été publiées par le professeur François Carré à Rennes, qui est cardiologue et qui nous alerte depuis des années sur cela. Sortons de la sédentarité, levons-nous, et après, bien sûr, si on fait de l'activité physique, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Parce que c'est vrai qu'on entend quelquefois, ben voilà, alors oui, effectivement, je passe 8-10 heures assis parce que je suis dans un bureau, donc plus les transports en commun, plus être à table, voilà, mais j'arrive à compenser tout ça en faisant des séances physiques 1 à 2 fois par semaine. C'est pas suffisant. En fait, si on voulait compenser, ça serait un volume d'activité physique qui serait très important et incompatible avec ton agenda. Ah ben bien sûr. D'accord, donc finalement la clé, c'est de rester tout le temps mobile, dynamique. Tout le temps, en tout cas, de rompre la sédentarité, au moins toutes les demi-heures, toutes les heures, d'aller prendre un verre d'eau, d'aller à la photocopieuse chercher son bout de papier plutôt que d'avoir la photocopieuse juste à côté. Et puis, tu vois, Marwan, pour te donner un chiffre, rester 10 minutes debout, à passer un coup de fil par exemple, eh bien, ça correspond en dépenses énergétiques. C'est comme si tu montais 2 étages par les escaliers. Donc 10 minutes debout, 2 étages par les escaliers. Alors, tu vois ce que tu peux faire au bout d'1 heure? Eh bien, en fait, c'est de la dépense énergétique sans t'en rendre compte. Et puis, ça contribue aussi à la santé de ton dos, à la posture, à plein de choses. Et sur l'activité physique, tu sais, toute la difficulté, c'est avec les vies qu'on a à 100 à l'heure, c'est de se dire comment on intègre le sport ou une activité physique dans notre agenda. Eh ben, j'ai positionné le sport ou l'activité physique au même titre qu'une réunion de travail. Ce qui veut dire que du coup, il n'y a plus de choix à faire parce que l'une est aussi importante que l'autre. Et donc, au lieu de les confronter, si tu veux, c'est que ce que je fais, c'est que je me dis, OK, je vais faire l'une après l'autre, au lieu de faire l'une à la place de l'autre. Mais le fait de l'avoir intégré au même niveau, en l'occurrence, que du travail, au moins, j'ai plus ce choix à faire. Est-ce que du coup, c'est judicieux ou tu ferais autrement ? C'est parfaitement judicieux, le fait de l'avoir là aussi introduit dans ton agenda. En tant que négociateur professionnel, tu es énormément impacté, tu as beaucoup d'informations à prendre en considération, tu es beaucoup interrompu, et tout ça, ça participe à une forme de surchauffe mentale. L'activité physique, c'est le meilleur régulateur de l'organisme. Alors, bien entendu, on le sait sur le plan cardiovasculaire, sur le plan neuromusculaire, mais c'est surtout au niveau de ta santé mentale. Et toi, tu as besoin de résistance. Quand tu es en égo pendant plusieurs jours, tu peux pas dire « je suis fatigué », tu as besoin de résister. Et donc, quand tu fais du sport, tes muscles vont se contracter et vont libérer des protéines qui vont dialoguer avec l'ensemble de l'organisme. Et il y a une protéine
qui est magique, qui s'appelle le BDNF. Et le BDNF, elle va venir cibler l'hippocampe. L'hippocampe qui est engagé dans la mémoire, dans l'apprentissage, dans l'adaptation à l'environnement. Donc c'est important dans ton métier. Mais surtout, le BDNF, c'est une molécule antidépresseur très puissante. Et donc, sur la santé mentale, sur cette capacité à se sentir bien, eh bien, le fait que tu fasses du sport contribue à ta réussite en tant que négociateur. D'accord. Et surtout, le sport que tu vas faire 2 fois par semaine, tu dis, eh bien, tu vas sécréter d'autres hormones, des endorphines, qui vont t'amener ce côté relaxant, apaisant. Ce qui fait que tu vas lâcher prise. Tout à l'heure, tu nous disais que finalement, tu arrivais à bien faire le distinguo entre le moment où tu es impacté puis le moment où tu es en famille et tu penses plus à rien. Mais le sport aussi contribue au fait, par ses aspects relaxants, au fait que tu arrives à mettre à distance des choses graves auxquelles tu es confronté. Tu vas libérer aussi de la dopamine avec cette hormone du plaisir, et tu vas libérer aussi de la sérotonine, qui est l'hormone liée au bonheur, à la bonne santé mentale, à la bonne humeur. Donc vraiment, le fait que tu l'aies introduit comme une réunion, bah c'est parfait. Toujours rester sur la partie amont, phase amont de la négo, que je tente de lier effectivement à tes connaissances. Il y a l'affûtage. Oui. Tu sais, tu en as parlé juste au départ. Oui. Alors l'affûtage, ça veut dire beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu entends par affûtage ? Oui, alors là, ça a été popularisé par le professeur Laurent Bosquet à Poitiers. On en a beaucoup entendu parler pendant les Jeux Olympiques qui se sont tenus à Paris récemment. On se disait, mais pourquoi certains athlètes arrivent à avoir des gains de performance aussi importants, et notamment en natation, alors que dans les semaines qui ont précédé, ils avaient des charges d'entraînement et des volumes très très impactants, ce qui fait qu'ils arrivaient normalement fatigués. En fait, la période d'affûtage, ce sont les semaines qui précèdent l'entrée dans la compétition pour un athlète, et tu sais que j'aime bien toujours extraire les connaissances dans le sport de haut niveau pour les appliquer dans le monde de l'entreprise. Alors les sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que dans les 3 semaines qui précèdent l'entrée dans la compétition, ils vont bien moduler la charge de travail, le type de récupération, pour arriver dans les 3-4 derniers jours qui sont des déterminants, qui sont cruciaux. Et en fait, ce que les études montrent, et là aussi il y a des évidences scientifiques qui sont robustes, c'est que sur les 3-4 derniers jours, les athlètes diminuent de 40 à 50% la charge de travail, donc la charge d'entraînement, mais pendant ces entraînements, vont garder des niveaux d'intensité très élevés. Ce que ça va faire, c'est que la conjonction de ces 2 variables, je baisse la charge d'entraînement, mais je garde des intensités élevées, va provoquer un effet rebond le jour de la compétition, avec un regain d'énergie et des gains de performance qui peuvent aller jusqu'à 5%. Mais chez les athlètes, 5%, c'est beaucoup. Eh bien, on doit tirer des enseignements de ça, notamment dans nos métiers, et dans ton métier en tant que négociateur professionnel, c'est comment j'aborde sur les derniers jours en termes de récupération, de fatigue, de charge de travail, parce que tu as déjà beaucoup travaillé pour préparer la négo, et est-ce que tu dois continuer à garder ces mêmes niveaux d'intensité et ces mêmes préparations avant de démarrer ? Et donc, ce qu'on commence à comprendre, c'est que ces journées-là, eh bien, il faut lever le pied, il faut se préserver un petit peu, il faut garder une forte intensité dans le travail intellectuel que tu vas mettre, d'un point de vue tactique ou stratégique, dans les négociations, mais il va falloir t'octroyer aussi des temps de pause, de break, pour préserver ton cerveau pensant, pour avoir un état de rêverie, pour pouvoir aller te balader et récupérer et avoir une certaine fraîcheur mentale. Et il y a un deuxième phénomène, Marwan, dont je voulais te parler, c'est l'extension du sommeil. Ouais. Ça aussi, c'est un autre phénomène qui est beaucoup étudié par le ministère des Armées. On se rend compte que quand tu sais que tu vas rentrer dans une période fatigante, éreintante, eh bien, dans les 3-4 jours qui précèdent cette période-là, eh bien, si tu arrives à étendre tes heures habituelles de sommeil, environ 1 heure et demie de sommeil en plus par nuit, eh bien, au moment où tu vas rentrer dans la période difficile, tu vas arriver surreposé, avec des performances cognitives qui sont un peu plus élevées, et surtout, tu vas mieux résister pendant cette période, surtout si tu es en restriction de sommeil. Mieux, une fois que cette période-là est passée, au moment de la récupération, tu récupères beaucoup plus vite, parce que le corps a une mémoire, et le fait que tu aies dû stocker du sommeil en amont, eh bien, il y a un effet rebond après, au moment où tu reprends une vie normale. Alors, si tu veux bien maintenant, Thibaut, là, on a parlé de la phase amont, prépa. On va parler de la phase conduite.
il y a deux éléments qu'on retrouve fortement lors d'une conduite du négo. C'est le stress, évidemment, et la saturation de la charge cognitive. Alors, ce n'est pas forcément les mots que tu vas utiliser, mais moi, j'aimerais évidemment t'entendre sur le sujet, notamment sur le stress, voilà, qui peut être un facteur motivationnel, souvent pour moi, voilà, parce que souvent j'ai besoin de ça pour avancer, ou un phénomène perturbateur pour certains. Donc du coup, le stress, tu dois le qualifier, et l'impact également sur le corps, et puis finalement comment le réguler à défaut de pouvoir s'en départir. Alors d'abord, le stress, c'est une réaction neurobiologique face à ce qu'on peut ressentir comme une menace, comme une agression, et donc notre corps va se mettre en alerte, on va s'activer. Donc c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas en avoir peur, c'est plus un booster, c'est quelque chose qui va potentialiser notre capacité à faire, et à partir du moment où il est aigu, c'est-à-dire sur une demi-journée ou sur une journée, et que le soir, on est capable de faire baisser naturellement ces tensions, qu'elles soient nerveuses ou physiques, musculaires, dans ce cas-là, ce stress-là, à la rigueur, c'est plus un booster, c'est un ami. Par contre, moi j'aimerais t'alerter, Marwan, sur la chronicité de ce stress, qui est un stress et là aussi un tueur silencieux. Alors pour ça, bien entendu, on va avoir des techniques de relaxation, avec le fait de contrôler aussi sa respiration, et en contrôlant sa respiration et en détendant de manière volontaire son tonus musculaire, qui est en étroite relation avec les émotions, on va faire baisser les tensions, et normalement, par quelques techniques, on devrait arriver à contribuer à limiter les effets du stress chronique. On va avoir aussi un petit peu de préparation mentale. Tu peux avoir des techniques de visualisation, je sais que tu le fais naturellement, mais on peut les encadrer. Tu vas avoir des techniques de renforcement positif avant de passer à l'action, des techniques de répétition mentale. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant par rapport au stress, c'est que le cerveau a besoin de voir loin, il a besoin d'ordonnancer les choses. Et donc plutôt que d'être dans un effet tunnel, tous les jours, je me lève le matin et je fais plein de choses et je suis impacté, eh bien c'est important de prendre un petit peu de la hauteur, de voir loin et de s'octroyer dans la journée des breaks courts. Marwan, quand tu négocies, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as énormément d'informations et ton cerveau, de temps en temps, j'imagine qu'il doit saturer. Pour ça, tu as besoin de faire des breaks courts. Par contre, sur ces breaks courts, il faut éviter de regarder tes SMS, de regarder tes mails. Il faut surtout vagabonder. Il faut laisser le cerveau dans un état de rêverie. Et ça, c'est la meilleure des récupérations. D'accord. Pour limiter aussi les effets du stress. Et donc, du coup, ce que je comprends finalement, c'est que le stress aigu, donc il a une fonction de finalement de focaliser notre attention, de mobiliser nos moyens et d'améliorer notre performance de base. Voilà. Par contre, le stress chronique, il est silencieux. Et c'est celui-ci où il faut faire très très attention, notamment avec des contre-mesures dont tu viens de parler. Oui, d'ailleurs, sur ce stress chronique, qui est un tueur silencieux, non seulement il est délétère pour l'organisme, mais par contre, le moment où le corps va s'effondrer, mais ça ne prévient pas. Donc il faut absolument le prévenir au quotidien, d'où le fait d'avoir des techniques de relaxation au quotidien que l'on devra s'administrer pour faire baisser naturellement le niveau de tension. D'accord, c'est la fameuse phase d'épuisement en fait. C'est ça ? À la fin, exactement. Ouais, d'accord, ok, je comprends. À éviter. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est un vrai sujet d'actualité, c'est la fameuse l'attention. D'ailleurs, les réseaux sociaux se livrent une guerre de l'attention finalement de celui qui va scroller. Hein. C'est comment on va capter l'attention au mieux. Et ce qui nous joue des tours évidemment dans nos négociations et dans les relations qu'on peut avoir. Hein. Quand on va au resto, les gens maintenant ils regardent leur téléphone, ils se parlent même plus par moment. Du coup, l'attention, tu voudrais nous dire un petit mot ? Oui, alors l'attention, notre capacité à être attentif, aujourd'hui, elle est menacée. Ouais. On le voit, on passe d'une chose à une autre, on est sur une forme de zapping cognitif, notre cerveau passe en mode automatique. Avec l'avènement des nouvelles technologies, on avait l'impression que d'avoir 3 téléphones, répondre à des mails en même temps et faire des visios, on était un petit peu des warriors. Et en fait, finalement, tout ça, plus des interruptions de tâches, c'est un coût pour le cerveau, et c'est vraiment délétère pour l'organisme. L'attention est un enrichissement de notre perception. Et toi, en tant que négociateur, je le sais, tu la travailles, ton attention, et tes différents focus attentionnels. Parce que tu dois à la fois être conscient de l'environnement qui t'entoure, tu dois être capable, dans le détail, de voir exactement ce qui se passe et qui va faire peut-être basculer la négociation. Tu dois être capable aussi de capter
l'attention de l'autre et voire même interroger tes propres émotions pour voir s'il y a quelque chose qui ne te dérange pas. Et d'ailleurs, je t'entends souvent parler de l'improvisation. Quand tu improvises, c'est qu'à un moment donné, tu as quelque chose qui rejaillit, que tu ressens, c'est comme une intuition. Mais cette intuition, c'est ta capacité à être attentif et à puiser au plus profond de tes émotions. Et ça, je trouve ça assez magique, et il n'y a qu'un seul remède pour travailler son attention, finalement, c'est de méditer. La méditation de pleine conscience, c'est une gymnastique de l'attention. Au même titre que le sport est hygiénique pour le corps, l'attention, en tant que gymnastique, est hygiénique pour l'esprit, pour le cerveau. Et donc, pour ceux qui veulent être un petit peu comme toi, toujours dans des négociations impactantes, de voir le petit détail, etc., ben moi je pense que quelqu'un qui est capable de méditer, non seulement c'est utile sur le plan personnel, mais ça va être aussi très utile sur le plan professionnel pour muscler son attention. Et idéalement, il faudrait méditer combien de minutes par jour? Tu as des recommandations sur ce sujet-là? Ou par semaine? Alors, il y a énormément de types de méditation. Je dirais que d'un point de vue hygiénique, 5 minutes tous les jours, je pense que c'est suffisant. Et là, on se coupe de tout, pleine conscience, on se recentre sur nous-mêmes, voilà, et on cherche à faire abstraction de tout ce qui pourrait, en fait, polluer à notre attention. Oui, on va travailler sur l'instant présent, sur le non-effort, sur l'œil du débutant, pour voir aussi les choses telles qu'elles sont. Et surtout, on va travailler son attention. C'est-à-dire que la méditation va être vraiment sur une gymnastique de l'attention, pour arriver à maintenir son attention pendant plusieurs secondes, pendant plusieurs minutes. D'accord, très bien, hyper intéressant. Le deuxième point, c'était donc sur la phase de pendant la négociation. Donc là, on a parlé du stress. J'aimerais qu'on parle de charge cognitive, charge mentale, voilà, qui nous impacte tous en tant que négociateurs, parce qu'on est capable de processer un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qui contribue justement à saturer notre charge? Et puis, toi, ce que tu fais, ce que tu recommandes, notamment pour la libérer? Alors, ce qui me paraît être primordial pour limiter la charge cognitive, on l'a abordé tout à l'heure, c'est essayer de faire des breaks courts pour laisser un petit peu divaguer son esprit et récupérer sur le plan mental. Le deuxième point, c'est de fuir, le mode multitâche, les interruptions de tâches. En fait, de passer d'une tâche à une autre, c'est épuisant pour le cerveau, tout simplement parce que je suis concentré, j'emmagasine des informations, j'encode les connaissances, et à un moment donné, je suis interrompu, je dois laisser ce que je suis en train de faire, je vais le mettre sur une mémoire tampon, et je vais devoir venir complètement focuser sur une autre tâche. Eh bien ça a un coût pour le cerveau, et le fait de jongler d'une tâche à une autre, c'est très épuisant. Donc limiter absolument les interruptions de tâches pour retrouver une certaine sérénité et limiter la charge mentale. En fait, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'arriver à ordonnancer, voire saucissonner sa journée en faisant des choses qui se ressemblent les unes après les autres. Donc quand je suis par exemple en train de faire des mails importants, en étant concentré, eh bien je fais ça. Si par contre je suis sollicité par des petites notifications ou par des SMS qui rentrent, je refuse d'en prendre connaissance. Et puis à un moment donné, on va avoir du temps pour dialoguer, des temps pour des réunions, mais il faut essayer au maximum de limiter les interruptions de tâches. Je vois. Et toi, Marwan, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors, il y a deux approches, une approche technique et une approche tactique. Techniquement, quand je ressens une saturation de la charge cognitive parce que j'ai un électrochoc ou je suis face à un événement inattendu où la partie adverse a repris l'ascendant et puis quelquefois un peu, je peux être pris de court. Ce qui me permet de libérer ma charge cognitive, ça va te paraître assez futile, mais j'ai besoin de gagner du temps pour penser à la suite. Et pour gagner du temps, soit je vais paraphraser ou soit je vais le reformuler. Et en fonction de mon débit de parole, je vais gagner entre 5 et 7 secondes, ce qui va me permettre de penser à la suite. Au niveau tactique, voilà, donc la temporalité est plus longue, si on parle de tactique. Ce qui me permet de libérer ma charge cognitive, c'est déjà de connaître mon point de rupture. Le deuxième point, c'est de savoir réguler son stress. On sait que ça a un impact dessus. L'autre point, c'est d'être capable de se distancier d'émotions dégradées. Donc, comment prendre la distance par rapport à tout ça. Donc, j'ai différentes techniques que j'utilise, notamment, par exemple, quand je suis en égo et puis je peux me faire insulter. Voilà. Souvent, je considère que si je suis la cible, je ne suis pas forcément le destinataire.
Je joue également sur l'apprentissage de l'expérience. Voilà, en égo, on dit souvent que l'expérience ne veut rien dire. C'est l'apprentissage de l'expérience qui fait la différence. Et c'est vrai que le fait d'être soumis à des situations que j'ai pu vivre auparavant et de les avoir déconstruites et d'avoir intégré notamment les facteurs qui ont contribué à saturer ma charge cognitive, quand je suis de nouveau confronté à ce type de situation, c'est plus simple pour moi pour m'en distancier. Je veux dire que c'est moins difficile. Et le dernier point qui me permet justement de libérer ma charge cognitive, je dirais que c'est de posséder les compétences. Et ça, pour moi, c'est clé. L'exemple que je prends souvent, j'arrive dans une salle et puis avec un pistolet qui est braqué sur la tempe d'un otage, je dis voilà, je veux 1 million, sinon je le bute. Si on ne sait pas gérer ce type de situation, rapidement on va être un peu comme le lapin dans les phares, voilà, avec du coup une nictation de clignement des paupières qui va disparaître et une chute du tonus musculaire, et puis on va être complètement paralysé. Maintenant, pour nous permettre de reprendre l'ascendance sur nous-mêmes, finalement, le fait d'avoir les compétences, donc on pourra puiser dedans et se dire ok, je stabilise, voilà comment je vais enchaîner, ben, ça nous permet justement de redémarrer. Et c'est pour ça que souvent les compétences, elles sont hyper importantes. Alors, là, on a parlé du coup de la phase conduite, voilà, le pendant, notamment en évoquant le stress et puis la charge cognitive, et après il y a l'après. Ok, en négociation, c'est la fameuse clôture et puis le débriefing. Et donc finalement, comment tu survis, je ne sais pas si c'est la bonne expression, à tout ça, et notamment, tu as mis ton corps en branle, tu l'as mis quelquefois à rude épreuve, et ce qui est important, évidemment, c'est la durée. Ouais. Donc, comment on fait ? Sur l'après, la phase de récupération, elle va être proportionnelle à la phase de pendant et son niveau d'impact et sa durée. D'accord. Donc plus tu vas être impacté et de manière longue, plus tu vas avoir besoin de temps pour récupérer. Donc quand tu rentres dans une phase de négociation, et surtout sur les négociations longues que vous avez l'habitude de faire, que ce soit sur des NAO qui sont plutôt bien encadrés, ou à la grande distribution, ou sur des négociations commerciales, c'est déjà de prévoir, et je disais tout à l'heure que le cerveau a besoin de voir loin, de voir après, de voir la récompense peut-être, eh bien c'est déjà de s'octroyer des temps de récupération liés, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, mais la notion numéro 1, c'est le plaisir. Je pense qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de sentir que, voilà, là on se récompense. On a fait du gros boulot, on a réussi, je l'espère, en tout cas sur ta négociation, sur tes négociations, mais on a besoin de se projeter sur des choses qui vont nous faire plaisir. L'autre point, c'est le refuge. Je crois que le meilleur stabilisateur de l'humeur pour récupérer aussi, eh bien finalement, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est nos activités sociales, c'est le fait de pouvoir sortir et de s'extraire vraiment de cette période qui a été impactante sur le plan professionnel. Et finalement, je crois que ce bon stabilisateur qu'est la famille, en termes de refuge, ou à l'extérieur, ça peut être aussi aller se balader en forêt, etc., mais ça participe aussi à une forme de récupération physique et mentale. Alors on pourrait, Thibaut, en parler pendant encore des heures. Si le sujet vous intéresse, je vous inviterai à suivre le masterclass GSPE, Gestion du stress et performance émotionnelle, animé par Thibaut Ekato, qui est mon prochain invité, voilà, où ils abordent toutes ces notions-là pendant 2 jours. C'est passionnant, j'ai tellement appris à votre contact. Donc Thibaut, merci beaucoup. Merci à toi, Marwan. Vraiment, merci pour ta participation. Je sais en plus que tu viens de La Rochelle, je ne me trompe pas ? Exactement. Ouais, très bien. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.